Bonjour, aujourd'hui on va percer le secret d'un tableau très bizarre. Un vieillard essaie de prendre dans ses bras une jeune femme. Il est franchement très moche. Son sourire ressemble davantage à une grimace un peu dégoûtante. Ce tableau a été peint en 1517 à la Renaissance. Pourquoi quelqu'un à cette époque achèterait ce genre d'œuvre pour l'accrocher chez soi? Cela s'explique par des significations cachées qui faisaient que ce tableau avait du sens, et parmi ces significations, il y en avait une qui va vous surprendre et nous allons la découvrir ensemble. Dans cet épisode, nous parlerons de la différence d'âge et de l'argent. On voyagera aux États-Unis, puis on retournera en Europe de l'époque du Moyen Âge et on va assister à un carnaval. Voici donc notre tableau et voici un autre dans le même genre. Les deux sont peints par le même artiste allemand de la Renaissance, Lucas Cranach. Alors ici, l'homme est un peu moins laid, la fourrure et le tissu chatoyant de ses vêtements, à la mode de l'époque, nous disent que c'est quelqu'un de riche. C'est comme s'il se baladait aujourd'hui avec une grosse montre suisse au poignet. Le vieil homme est attiré par cette jeune demoiselle, tandis qu'elle paraît complètement indifférente dans les deux tableaux, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de glisser sa main dans la bourse du vieillard pour voler son argent. En fait, il existe beaucoup de tableaux dans ce genre, tous peints à la même époque, autour de 1500, par Cranach et d'autres artistes. Ici, par exemple, le vieillard s'apprête à offrir à sa jeune compagne une chaîne en or. Ici, elle le vole à nouveau. Alors, pareil ici. Et là, enfin, il lui donne l'argent de son plein gré. On le croirait un peu rêveur face à ce décolleté prometteur. Ce vieillard de Cranach est un peu un sugar daddy de nos jours. Un homme d'un certain âge, aisé, qui entretient financièrement une jeune femme, lui fait des cadeaux et en échange, ils passent du bon temps ensemble. Le terme sugar daddy, papa de sucre, serait lié à l'histoire d'un entrepreneur, Adolf Speckels, héritier d'un empire du sucre au début du XXe siècle aux États-Unis. Sa société de production de sucre, Speckels Sugar Company, basée en Californie, existe encore aujourd'hui. Adolphe épouse sa femme Alma en 1908. Elle a 24 ans de moins que lui. Elle l'appelle My Sugar Daddy en référence à son métier. Ce type de relation est devenu un vrai phénomène de société aujourd'hui. Des sites internet dédiés à des rencontres de sugar daddies avec leurs sugar babies sont nés aux États-Unis et se répandent en Europe. Chacun est libre d'avoir son opinion là-dessus, mais faisons abstraction de tout jugement pour revenir aux images. Par curiosité, j'ai demandé au ChatGPT de créer une image d'un sugar daddy et voici le résultat. L'IA le voit comme un homme élégant, bien habillé, plutôt beau gosse. L'algorithme a dû analyser les images accessibles sur Internet et voilà la moyenne, un homme qui a réussi, un peu comme cet entrepreneur américain qui était à l'origine du terme. Sauf que si on revient en Allemagne de 1517, les sugar daddies de Lucas Cranach n'ont rien de si flatteur dans leur apparence. On appelle d'ailleurs ce tableau le couple mal assorti, tellement la dissonance visuelle entre l'homme et la femme est forte. L'homme est toujours laid, et tout simplement ridicule. Au mieux, on a envie de le plaindre parce qu'il est en train de se faire avoir. Mais dans le vol de sa bourse, on peut aussi voir une sorte de punition légitime, une sorte de justice pour son comportement indécent. Donc, pour résumer, ces tableaux critiquent le comportement déplacé où le vieil homme se croit tout permis parce qu'il a perdu la tête en vieillissant, ou bien parce qu'il pense qu'il peut tout acheter avec son argent, y compris la compagnie d'une jeune femme de 30 ans saccadette. Très bien, les peintres jouent à la police des mœurs. Mais le sens de certains couples mal assortis ne se résume pas qu'à ça. Je vous ai promis quelque chose qui allait vous surprendre. Eh bien, on y vient. Pour cela, voyageons dans le temps. Retour au Moyen Âge pour assister à un carnaval dans un village quelque part en Belgique, dans la région des Flandres, car notre vieillard et sa compagne sont en fait les personnages du carnaval. Les festivités carnavalesques prennent leurs racines dans l'Antiquité. C'est une fête païenne romaine qui a lieu au mois de mars et qui célèbre le passage de l'hiver au printemps. Au Moyen Âge, le carnaval précède le carême, dont le premier jour est le mercredi des cendres, suit le mardi gras qui est le dernier jour en fait des festivités. Le mot carnaval signifiait retirer la viande, car à cette époque, pendant tout le carême, on n'était pas censé en consommer. D'ailleurs, on évitait tous les aliments gras comme le beurre.
En bref, le carnaval était le moment de tous les excès avant le jeûne. On peut manger, boire, on n'a pas peur du ridicule, bien au contraire, tout est permis. On se déguise, on joue à des jeux absurdes. Par exemple, il était possible de se déguiser en diable et se balader dans cet accoutrement dans tout le village pour faire peur aux enfants avant le début des festivités. Donc tout le monde se lâche. Et les peintres, eux aussi, vont se lâcher dans leur imagination et dans leur tableau. On a même inventé un sujet qui s'appelle le combat de carnaval et carême. Celui-ci a été peint par Peter Bruegel l'Ancien, un peintre flamand, et qui représente de manière un peu exagérée tout ce qui pouvait se passer sur une place du village pendant la fête. Et au premier plan, vous avez cet homme qui est assis sur un tonneau, comme si c'était son cheval. C'est la personnification du carnaval. Il a une tourte sur sa tête et il s'apprête à combattre avec une grosse brochette, avec une tête de cochon, saucisse et poulet. Face à lui, le carême, maigre et pâle, tenant une pelle avec 2 pauvres poissons. Nous sommes très très loin du carnaval de Venise avec son élégance telle qu'on le connaît aujourd'hui. Pourquoi tant de personnages grotesques et absurdes ? Dans un tableau de l'époque, ces personnages exprimaient le côté exubérant et complètement libre de ces festivités. Tout ce qui était interdit ou très mal vu en temps normal devenait autorisé durant cette courte période. Par exemple, tu n'aimes pas le prêtre de ton village, mais tu as peur de le critiquer? Pas de problème, tu peux te moquer de lui pendant le carnaval. D'ailleurs, le clergé était la cible clé. On élisait par exemple un évêque des fous. Regardez un autre combat de carnaval et carême. Ici, les réjouissances sont présidées par un faux prêtre joufflu, avec une tête pas très nette, qui joue de la cornemuse. Imaginez, c'est comme si aujourd'hui, une entreprise organisait une fois par an un événement team building pendant lequel tout le monde avait le droit de se moquer du PDG sans aucune conséquence. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce tableau, que vous pouvez voir d'ailleurs avant le 5 février 2025 au musée du Louvre dans l'exposition Figures du Fou, si toutefois vous regardez cette vidéo avant cette date et si vous êtes à Paris. Le carnaval avait en fait un énorme avantage qui permettait en quelque sorte de contrôler le peuple. Déguisements, bêtises, moqueries, lâcher-prise générale permettaient d'évacuer les tensions sociales et éviter des révoltes plus tard. Pendant le carnaval, tous les clivages sociaux étaient effacés. Il n'y avait pas de pauvres ou de riches. Tout le monde devenait égal et la parole se libérait. Le haut et le bas de la société et ses valeurs étaient en quelque sorte inversés. C'est le monde à l'envers. Les villageois choisissent par exemple le roi du carnaval, mais parmi les fous ou les mendiants. En temps normal, on devait, enfin idéalement, mener une vie basée sur la morale chrétienne. Eh bien, le temps du carnaval, on va faire l'extrême inverse et ça donnait à des plaisirs charnels. On mange avec excès, le vin coule à flot, de préférence directement dans la bouche. Au lieu d'insister sur les choses de l'esprit, on met en avant le corps, souvent exagéré. Le rire et les grimaces, tout cela aide les peintres à créer ce monde à l'envers. L'absurde est là pour nous dire de ne pas prendre toutes ces choses au sérieux. Et puisque l'ordre des choses est bouleversé, la vieillesse et la mort ne sont plus perçues comme quelque chose de tragique ou de triste. On les réhabilite, on en rigole à travers les images grotesques, comme par exemple notre tableau de départ. Maintenant, regardez, la vieillesse est la fin naturelle d'un cycle, d'une vie. Souvent, la vieillesse symbolise l'hiver. Si nous suivons l'esprit du carnaval et son jeu d'inversion, la vieillesse va accompagner le début d'une vie. Donc, la jeunesse qu'on associe facilement au printemps, donc le moment où la nature va renaître. Et rappelez-vous qu'à l'origine, le carnaval célébrait la fin de l'hiver et le début du printemps. Pour les gens qui étaient familiers avec cette culture du carnaval, la vieillesse et la jeunesse, mises ensemble dans le même tableau, renvoyaient à des lois de l'univers et exprimaient le changement des saisons dans un cycle sans fin. Cette signification peut surprendre le spectateur d'aujourd'hui, on ne la devine pas facilement. Mais c'est la nature elle-même qui nous parle à travers le vieillard et la jeune femme. Les penseurs du Moyen-Âge décrivaient parfois la nature comme ayant simultanément un côté jeune et frais, comme des feuilles qui poussent au printemps, et un côté lié à la mort, comme ces mêmes feuilles qui meurent à l'automne, qui tombent à l'automne. Les peintres associaient ces deux côtés opposés de la nature dans ce genre de tableau satirique. Finalement, le flirt de notre couple mal assorti
n'est pas là que pour donner une leçon morale et tourner en dérision le vieil homme. Attention, pour certains tableaux, cette interprétation reste valable. Le sens transmis par ces images peut être bien plus universel. Il nous parle de la vie, du début de la fin et de l'éternel recommencement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos sur l'art et ses secrets.